sommaire de cette édition, l'ancien ministre des Finances du Lesotho, Mweketsi Majoro, a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre ce mercredi. Le présumé financier du génocide rwandais Félicien Kabuga, arrêté samedi dernier après 25 ans de cavale, a été présenté au parquet général de Paris ce mardi. Et puis, lors d'une réunion avec les gouverneurs de l'Arkansas et du Kansas à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a déclaré qu'il terminera son traitement préventif à l'hydroxychloroquine dans 1 ou 2 jours. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Au Burundi, ils ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Un scrutin qui devrait marquer la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays, mais qui s'est déroulé en grande partie à huis clos. Les Burundais ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne âprement disputée. Un scrutin qui marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. La présidentielle oppose notamment son dauphin désigné et candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, au chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté Agathon Rwasa, qui ont tous les deux voté dans la matinée. Tout Burundais doit se sentir d'abord qu'il est Burundais quand il vote, se sentir qu'il n'est pas membre d'un parti ou d'un groupe. Alors, si c'est pour le pays, quand il fait quelque chose de mal, il le fait à soi-même. C'est pourquoi je conseille que personne ne songe à cela, car ce sera contre son propre pays. Le tournant auquel on fait face puisse être une réalité. Le changement, on attend ce soir. On va être témoin de ça, malgré cette coupure d'Internet et toute autre tracasserie que l'on observe ici. Le scrutin s'est déroulé en grande partie à huis clos. Le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine et l'accès aux réseaux sociaux les plus populaires était bloqué. Le parti de l'opposant Agathon Rwasa a dénoncé les pressions à l'encontre de ses observateurs électoraux ainsi que des fraudes, en particulier dans les provinces de Rumonge et Bujumbura rural. Ces élections générales sont organisées en dépit de la pandémie de Covid-19. Non seulement le Burundi n'a pas imposé le confinement de ses quelques 11 millions d'habitants, contrairement à certains de ses voisins, mais la fièvre électorale a donné lieu à des rassemblements de milliers de personnes sans mesure de distanciation sociale. Le Lesotho a un nouveau Premier ministre en la personne de Mweketsi Majoro qui a prêté serment ce mercredi. Âgé de 58 ans, il remplace Thomas Thabane qui a démissionné mardi dernier. L'ancien ministre des Finances du Lesotho, Mweketsi Majoro, a officiellement pris ce mercredi ses fonctions de Premier ministre. C'était lors d'une cérémonie de prestation de serment au Palais Royal de la capitale Maseru, en présence de son prédécesseur et des parlementaires. Je voudrais remercier Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'être le successeur de M. Thabane et de diriger le gouvernement de Sa Majesté. À vous, Votre Majesté, je voudrais vous remercier d'avoir eu confiance en moi pour diriger votre gouvernement au milieu de tant de défis, mais je vous promets que mes collègues et moi serons en mesure de restaurer la confiance de la nation dans les 2 années à venir. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Thabane, 80 ans, lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho et sa coalition gouvernementale, a quitté ses fonctions ce mardi. Pour sa dernière intervention publique, il a présenté ce mercredi ses excuses pour ses erreurs. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à une passation pacifique des rênes du gouvernement d'un Premier ministre à un autre. Un événement qui marque une autre étape importante de notre régime démocratique au Lesotho. Ma tâche à cette occasion est double, à savoir remercier Basotho pour l'occasion qui m'a été donnée d'être le Premier ministre de Sa Majesté au cours des 3 dernières années et deuxièmement, souhaiter à mon successeur bonne chance dans la conduite des affaires de notre royaume.
Désormais à la retraite, Thomas Taban reste sous la menace de la justice de son pays dans l'affaire du meurtre de sa première femme. Sa deuxième épouse, Maesaya Taban, 43 ans, a déjà été inculpée dans ce dossier. Le convoi transportant le financier présumé du génocide rwandais Félicien Kabuga a quitté la cour d'appel de Paris vers la prison de la Santé. Félicien Kabuga a été présenté au parquet général de Paris dans l'après-midi, prélude au débat sur sa remise à la justice internationale. Il a été arrêté samedi après 25 ans de cavale. 3 jours après son arrestation en banlieue parisienne, Félicien Kabuga, 84 ans, a été transporté à la mi-journée de la prison de la Santé où il est détenu jusqu'à la cour d'appel de Paris. Là, il était présenté à une avocate générale qui doit lui notifier le mandat d'arrêt du mécanisme international, la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Kabuga est mis en accusation par cette entité pour notamment génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. À l'issue de cette étape, Kabuga doit comparaître devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, chargée de vérifier la validité de ce mandat et d'émettre un avis favorable ou non à sa remise au MTPI. Elle devra aussi statuer sur son maintien ou non en détention. L'audience devrait se tenir mercredi ou le 27 mai si la défense demande un délai. La Chambre aura ensuite 15 jours pour se prononcer. En cas d'avis favorable à cette remise, Kabuga pourrait encore se pourvoir devant la Cour de cassation, qui aura 2 mois pour statuer. En 1994, Félicien Kabuga appartenait au cercle restreint du président rwandais Juvenal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril 1994 allait déclencher le génocide. Ce journal se poursuit. La France a officiellement entériné ce mercredi la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler l'ECO. Il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara en présence de son homologue français Emmanuel Macron. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français. Autre différence importante, Paris se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. En revanche, la France continuera de jouer son rôle de garant pour cette monnaie qui maintiendra également une partie fixe avec l'euro. Le gouvernement zimbabwéen accueille à Harare un sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe. La menace d'attentats terroristes, en particulier au Mozambique, est l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. Les chefs d'État ont également fermement condamné les attaques armées et les actes de sabotage perpétrés par ces terroristes et ces groupes armés dans certains districts de la province du Cabo Delgado. Le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana ont appelé ce mardi les pays d'Afrique australe à prêter assistance au Mozambique voisin contre l'insurrection djihadiste qui sème depuis 2 ans et demi la terreur dans l'extrême nord de son territoire. Réunis à Harare, les présidents de ces 3 pays et celui du Mozambique ont exhorté les États de la communauté de développement de l'Afrique australe à soutenir le gouvernement mozambicain dans son combat contre les terroristes et les groupes armés. Les chefs d'État ont également fermement condamné les attaques armées et les actes de sabotage perpétrés par ces terroristes et ces groupes armés dans certains districts de la province du Cabo Delgado, selon le communiqué publié à l'issue de leur rencontre. Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab sèment la terreur dans le Cabo Delgado, une province riche en gisements gaziers sous-marins. Leurs attaques contre les populations et les forces de sécurité ont déjà fait plus de 1000 morts, dont 700 civils, a recensé une ONG. Selon les autorités, au moins 150 000 personnes ont été déplacées par ces violences. Le groupe État islamique revendique depuis plusieurs mois la plupart de leurs opérations. Malgré les promesses répétées du régime, l'armée et la police mozambicaine, épaulées récemment par des sociétés militaires privées de la région, ne parviennent pas à y ramener l'ordre. La ministre zimbabwéenne de la Défense a démenti la semaine dernière des rumeurs faisant état de la présence de soldats zimbabwéens au Mozambique.
Pour finir cette édition aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré qu'il terminera son traitement préventif à l'hydroxychloroquine dans 1 ou 2 jours. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion avec les gouverneurs de l'Arkansas et du Kansas à la Maison-Blanche. Il y a quelques jours, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé qu'il n'a aucun symptôme du Covid-19 et que tous ses tests jusqu'ici ont été négatifs. Il a également révélé qu'il prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre le coronavirus au mépris des recommandations des autorités sanitaires américaines. Lors d'une réunion avec les gouverneurs de l'Arkansas et de Kansas à la Maison-Blanche, il a déclaré qu'il terminera son traitement préventif à l'hydroxychloroquine dans 1 jour ou 2. L'hydroxychloroquine et la chloroquine sont utilisés depuis des années pour traiter le paludisme, certaines maladies auto-immunes comme le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Selon une étude publiée il y a 10 jours dans le New England Journal of Medicine, l'administration d'hydroxychloroquine n'a ni amélioré ni détérioré de manière significative l'état de patients gravement malades du coronavirus. Financée par les instituts de santé américains, l'étude d'observation a été conduite sur des malades du Covid-19 admis dans les services d'urgence des hôpitaux New York Presbyterian Hospital et Columbia University Haven Medical Center. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé ce mercredi que la pandémie est loin d'être contenue avec 106 000 nouveaux cas dépistés en 24 heures à travers le monde, ce qui est un record à prendre au sérieux. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.